à Montréal. Sur ce plateau, aujourd'hui, nous accueillons nos collaborateurs. D'abord, Xavier Brouillet, professeur de philosophie au Cégep du Vieux-Montréal. Bonjour, Xavier. Bonjour. Et Patrick Beaudoin, professeur à HEC. Patrick, bonjour, Patrick Beaudoin. Bonjour, Marie-Louise. Vous avez lu pour nous tous les deux Grand Hôtel Abyss. C'est une biographie de l'école de Francfort qui a été créée dans l'Allemagne des années 20, en 1924, très précisément, école fondée par Walter Benjamin, peut-être le plus connu de tous, mais aussi Théodore Adorno, entre autres. Les pensées de l'école de Francfort refont surface à l'heure actuelle à la lumière de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Pourquoi, Patrick Beaudoin? Entre autres parce que ils ont Adorno, Horkheimer, etc. avaient fait une analyse de l'émergence du fascisme assez originale à l'époque. Et derrière cette analyse de l'émergence du fascisme, il y avait aussi une tentative de définir ce qu'on appelle la personnalité autoritaire. Et dans cette définition de la personnalité autoritaire, ils essayaient de comprendre comment ça se fait qu'on avait Hitler d'un côté et Staline de l'autre, et démontraient de manière assez intéressante et en tout cas extrêmement innovatrice en quoi le fascisme ou le communisme à la Staline n'étaient pas des idéologies vraiment, mais étaient des mouvements qui étaient beaucoup plus profonds, qui relevaient du psychisme des citoyens allemands et soviétiques à l'époque. Et ça allait un peu plus loin, c'est que ils expliquaient qu'en fait, à un moment donné, l'Allemagne avait amené Hitler au pouvoir, on le rappelle, par une élection et pas par un coup d'État, et que ce besoin d'amener une personnalité et une émergence fasciste de cette manière, bien aujourd'hui, quand on relit Adorno, entre autres, on se rend compte qu'en fait, ce que les États-Unis viennent de faire, c'est sans doute exactement le même processus. Oui, Xavier Brouillet, il y a même une analyse freudienne de la personnalité autoritaire d'un leader. Le sadomasochisme est quelque chose d'un peu étrange de vouloir librement sa propre soumission. Et c'est ce qui s'était passé en Allemagne. Et clairement, il y a même où on peut comprendre très bien comment les gens qui vont être le plus affectés par les politiques de Trump sont ceux qui votent le plus massivement pour lui. Donc, cette volonté sadomasochiste, on dirait, de vouloir sa propre soumission est quelque chose de très troublant. Et les analyses, effectivement, d'Adorno sont encore très... Et Adorno écrit dans le fameux livre dont on parle cet après-midi, il dit, à un moment donné, le style de vie américain, s'il est amené à disparaître, bien, il faut qu'on trouve une force qui le remette en avant. Une force, exactement le slogan de Trump. C'est l'absolu du capitalisme d'une certaine façon. Merci beaucoup à tous les deux. Le 5 décembre dernier, le magazine The New Yorker publiait un article intitulé The Frankfurt School Knew Trump Was Coming. Autrement dit, l'école de Francfort a prédit l'élection de Donald Trump. Qu'est-ce que l'école de Francfort et comment ses travaux sur le fascisme et la culture de masse peuvent encore décrypter les courants politiques actuels? Pour en discuter, nous avons réuni sur ce plateau Xavier Brouillet, professeur de philosophie au Cégep du Vieux-Montréal, et Patrick Beaudoin, ex-publicitaire, de longue expérience d'ailleurs, et professeur aujourd'hui d'histoire de la société de consommation et de la publicité à HEC Montréal. Alors, messieurs, d'abord, vous avez lu pour nous Grand Hôtel Abyss. C'est une biographie, en fait, de l'école de Francfort, écrite par Stuart Jeffrey. C'est un journaliste qui travaille au Guardian depuis au moins une vingtaine d'années. Alors, l'école de Francfort, il faut la situer d'abord. Pierre-Luc Brisson vous dit mal la connaître. C'est en fait l'Institut de recherche sociale qui a été fondé exactement en 1924 dans l'Allemagne de la montée du nazisme à Francfort précisément. Quelle est sa fonction au départ, Xavier Brouillet? L'école de Francfort, à l'origine, s'intéressait sur les raisons qui ont fait en sorte que l'Allemagne n'a pas vécu de révolution. Parce qu'après la Première Guerre mondiale, les mouvements de gauche s'activaient beaucoup en Allemagne et puis finalement, n'ont pas réussi à créer la révolution. Donc ça a été leur premier champ de réflexion, si on veut. Pourquoi le marxisme n'a pas fonctionné en Allemagne? Donc, d'une espèce de réactivation du marxisme. Mais en même temps, très rapidement, vu les circonstances de ce qui va se passer en Allemagne, on se rappelle, les nazis prennent le pouvoir en 1933, l'école de Francfort, donc tous les auteurs qui tournent autour de l'école, les plus connus étant évidemment Adorno, Horkheimer, Benjamin, Eric Fromm par après, qui va les Marcuse, évidemment. Ils sont tous d'origine juive, d'ailleurs. Oui, ils sont tous des juifs allemands, de très bonnes familles, de familles bourgeoises, pour la plupart des membres de l'école. Donc, en rupture avec le père. Avez-vous remarqué, d'ailleurs, Brouillette, on est chez Freud encore? Oui, il y a beaucoup de références à Freud. Et donc, ce qu'ils ont voulu faire aussi par après, on en a dit ça un mot, c'est de comprendre comment le nazisme a été possible. Donc, la montée, justement, du fascisme, de cette soumission-là volontaire des Allemands face à un régime qui était complètement aberrant. Donc, ça a été les plus grandes préoccupations de l'école dans les premières années, assurément. Bon, évidemment, on la ramène beaucoup. Il était question de l'école de Francfort dans New Yorker le 5 décembre. Le Devoir, ce week-end, a repris aussi cette analyse de l'école de Francfort de la montée du fascisme pour l'appliquer à l'élection de Donald Trump. Quelle est l'analyse du fascisme qu'a pu appliquer l'école de Francfort, Patrick Beaudoin? Je pense que la grande rupture, c'est d'abord que jusqu'à peu, on ne parle pas beaucoup de l'école de Francfort, mais l'école de Francfort taille en brèche l'hypothèse que le fascisme est une idéologie. Il est très très clair à leurs yeux que le fascisme est plus une attitude qui relève du psycho que de la
politique et qui fait qu'à un moment donné, l'individu, l'Allemand, dans les années 30, sent le besoin de cette personnalité autoritaire, qui serait d'ailleurs, d'après eux, un héritage de la relation très paternaliste dans la famille traditionnelle allemande, et donc ce besoin de retrouver une sorte de pater familias qui va remettre de l'ordre dans la maison, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'à l'époque, on achète un pain pour 10 millions de marks, donc le pays est vraiment... Il y a une grande pauvreté, il y a une grande pauvreté, dans l'Allemagne de l'après-Première Guerre mondiale. Il faut pas oublier l'humiliation de 1918, donc on est un peuple humilié, on est un peuple qui est sans dessus-dessous au niveau économique, et là, on a besoin de trouver un sauveur. Et donc l'analyse qu'Adorno et compagnie vont faire, c'est que ce besoin de cette figure paternaliste de ce sauveur n'a rien à voir avec l'idéologie. Et d'ailleurs, ils vont très très vite faire le rapprochement après 1945 avec Staline, parce que pour eux, quelque part, c'est un fascisme de gauche, c'est un fascisme de droite. Donc, ils vont beaucoup plus loin, si vous voulez, que l'analyse politique qu'on a toujours fait du fascisme jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est intéressant par rapport à Trump, et c'était votre question tout à l'heure, c'est que de fait, à la lecture qu'on a aujourd'hui de ce qui s'est passé dans la population américaine et ce qui va peut-être se passer ailleurs en Europe, c'est que d'évidence, aujourd'hui, quel est le réflexe de la population? C'est chercher quelqu'un qui va nous rassurer, qui va nous redonner notre fierté. Mais c'est exactement le discours de Hitler en 1933. Et c'est le discours de Marine Le Pen en France, pays où vous habitez désormais, Patrick Beaudoin. C'est le discours aussi de Trump en deux temps. D'une part, je suis comme vous, donc très très proche de la population, homme ordinaire, mais en même temps, j'ai réussi et donc je peux réussir à rendre par exemple l'Amérique grande, le Make America Great Again qui était le slogan de Trump. Donc il y a vraiment ces analyses-là qui se fondent sur la psychologie sont intéressantes et l'école a très tôt essayé de marier de différentes manières, il faut le dire néanmoins, mais de marier un marxisme qui était peu orthodoxe à l'époque, ils se sont fait critiquer, et aussi de marier les thèses de Freud qui ont amené une réflexion tout à fait nouvelle sur justement comment les masses peuvent se comporter et sur la psychologie de masse. Évidemment, il y a beaucoup question de la culture de masse. On le sait chez Walter Benjamin, qui a été un critique d'art très important. Comment leur analyse des cultures de masse, c'est la montée de la radio aussi à l'époque, tout à fait, à l'époque. Bon, des médias de masse Benjamin aussi. en a fait. A une influence sur la montée du fascisme. Un des concepts clés de l'école de Francfort, c'est cette idée d'industrie culturelle et comment l'industrie culturelle finit par standardiser à peu près tout, non seulement les biens qu'elle produit, mais aussi les comportements. Et cette standardisation, elle vient voler, si on veut, l'autonomie ou la spontanéité des gens. Et donc, la culture peut devenir, peu importe laquelle, une modalité de contrôle. Et quand, un moteur de conformisme. Quand, par exemple, Adorno et Horkheimer vont s'exiler aux États-Unis, ils vont arriver en Californie, à Hollywood, eux, ils vont voir des mécanismes de propagande qu'ils voyaient dans le fascisme allemand aussi. Si on veut, l'idéologie derrière, c'est pour ça qu'ils disaient que l'idéologie était peut-être pas si importante. L'idéologie derrière est complètement différente, mais les mécanismes qui sont en jeu sont là. Et pour eux, de toute façon, le fascisme ne faisait que continuer, si on veut, l'univers capitaliste présent. Oui, évidemment, il y a l'industrie publicitaire auquel vous avez longuement contribué au cours de votre carrière, Patrick Beaudoin, qui fait partie de la culture de masse. Totalement. Aussi, et pour ce qui est très intéressant dans l'école de Francfort, c'est que la société de consommation et le mécanisme, comme ça vient d'être clairement expliqué, ça participe d'un conditionnement et d'un assujettissement des populations. Et lorsqu'ils font, en effet, le parallèle entre l'émergence du fascisme et la radio nord-américaine, c'est qu'ils voient, en fait, il faut jamais oublier que la radio, si elle peut naître, et puis on est à la radio aujourd'hui, si elle peut naître, c'est parce qu'il y a des lessiviers qui décident de subventionner la production de contenu radiophonique. Et donc Adorno arrive, et qu'est-ce qu'il entend? Il entend les soap operas, qui sont d'abord radiophoniques, il faut quand même le rappeler, et puis il entend aussi une programmation musicale qui est une programmation, je dirais, extrêmement édulcorée. De l'accompagnement musical et pas de la découverte musicale. Et donc, il découvre que, c'est ça, il découvre d'un côté que Hitler a utilisé la voix et les émissions radio, et puis il découvre qu'aux États-Unis, eh bien, on assiste au même type de conditionnement. Et ce conditionnement, pour eux, c'est clairement un assujettissement du citoyen, un abêtissement du citoyen qui fait que son esprit critique ne peut pas se développer. Et que toute l'industrie culturelle, d'ailleurs le mot industrie et culture, c'est un peu bizarre de les mettre ensemble, mais eux, ils l'ont clairement amalgamé. Ce mécanisme-là amène le fait que la capacité critique du citoyen disparaît. Et c'est exactement ce qu'on voit avec les médias de masse. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on aurait pu se dire à un moment donné, on est dans une démocratie et la démocratie va donner l'alternative, ce ne sera pas le cas d'après eux. Déjà, dans les années 40 jusqu'aux années 50, on explore aussi le brouillage entre la réalité et la fiction comme quelque chose de très néfaste sur la pensée critique. On est là-dedans à l'heure actuelle. Bien sûr. Puis, derrière l'idée du spectacle, c'est tout ce qui plus que jamais, avec la post-vérité. Quand on pense à Trump, c'est vrai que c'est intéressant de réfléchir à son élection, mais c'est quand même un produit justement de cette culture du spectacle. Complètement, la télé-réalité. D'ailleurs, il va rester producteur exécutif à Tylenol
prononcé de The Apprentice, l'émission de télé-réalité qui l'a popularisé exact. Et donc, auprès du grand public américain. Son caractère spectaculaire, si on veut. Il y a une habitude qui se développe et donc cette habitude entraîne, si on veut, comme on expliquait, une perte de l'autonomie. Ces penseurs-là se sont beaucoup intéressés notamment à l'obéissance. Je pense qu'à Eric Fromm notamment, qui est un peu extérieur à l'école parce qu'il s'est brouillé avec plusieurs, dont Marcuse, mais qui a beaucoup parlé par exemple de l'obéissance. Qu'est-ce que ça signifie l'obéissance? Qu'est-ce que ça veut dire abdiquer de sa capacité à réfléchir par soi-même? Ces gens sont évidemment influencés par la philosophie allemande qui a précédé, notamment Kant, cette capacité d'autonomie, même s'ils se montraient très critiques de la raison des Lumières, raison instrumentale, où le rapport au monde en est un, si on veut, d'arraisonnement donc du monde. Ouais, si on continue les comparaisons entre l'Allemagne nazie des années 30 et l'Amérique actuelle, il y a quand même eu, au cours des années 60, 70, 90 avec Clinton, bon, récemment avec Barack Obama, une population qui a élu des leaders qui s'articulaient par un discours quand même plus, disons, accueillant, inclusif. Qu'est-ce qui a pu se passer au cours des dernières années pour transformer la population américaine, cette espèce de soumission? Tout à fait. Mais je pense qu'il y a eu un grand espoir, en effet, avec Obama il y a 8 ans, mais ce qu'il y a aussi, c'est que derrière ce grand espoir, il y a une grande déception. Et si on regarde ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie, c'était une grande déception parce que Hitler n'est pas arrivé d'un seul coup. Il a perdu des élections et puis il a gagné 33. Et cette désillusion de Obama, il faut mettre les choses en contexte. Qu'est-ce qui se passe en 2008? C'est la crise financière. Qu'est-ce qui se passe? C'est que énormément d'Américains de la classe moyenne perdent leur logement et ils voient que les banques les ont un petit peu truandés avec des produits qui étaient complètement pervers. Ils attendent de la part Obama, et Obama l'annonce, je vais mettre de l'ordre dans la finance. Il l'annonce, et puis tout le monde va le dire, même de l'autre côté, Sarkozy dit la même chose. Il n'y a rien qui se passe. Donc, quelque part, la réaction aujourd'hui, c'est une réaction contre aussi une certaine désillusion de la démocratie et l'appel à un personnage un petit peu... Parce que quand Trump dit l'Amérique again, je veux dire l'Amérique again, elle n'a jamais disparu, l'Amérique, mais cette Amérique-là et ce rêve de la classe moyenne a disparu. Et là, évidemment, tous les extrêmes peuvent foncer dedans. Oui, d'où le besoin d'un personnage autoritaire. C'est le livre d'Adorno qu'il a coécrit en 1950. Il le décrit comment, ce personnage autoritaire? Le personnage autoritaire, justement, qui peut être un peu paternaliste, qui va remplir le rôle du père, qui va essayer de se rapprocher le plus possible. C'est vraiment une des premières étapes. Et puis qui, après, va expliquer comment lui a la solution, comment lui peut réussir. Cette analogie-là, cette analogie-là, on la voit très, très bien dans le discours de l'entrepreneur qui a réussi. Et donc, Trump est parti de rien, comme tous les gens aux États-Unis. Il est vraiment un individu ordinaire, mais grâce à ses talents, il a réussi. Il va être capable de transporter cette chose au niveau politique pour faire réussir le pays. Mais l'analogie du bon père de famille, on n'est pas obligé d'aller très, très loin. On l'a entendu au Québec ici. Je me souviens plus si c'était Jean Charest ou François Legault qui l'avait employé. Mais cette analogie-là est encore très, très présente. Alors, évidemment, un bon père de famille, ça implique, comme n'importe quel rapport familial, un rapport d'autorité et d'obéissance et de soumission. Alors, la question... C'est un pouvoir très masculin aussi. Il y a toute une réflexion à faire sur la capacité des peuples à élire une femme. Mais dans le livre, il y a toute une partie sur le fait que le pouvoir est essentiellement mâle et il est arrogant parce qu'il est mâle. Ça, il l'aborde aussi. Donc, en fait, ce qui est intéressant avec l'école de Francfort, c'est qu'ils ont complètement intégré la pensée freudienne, mais ils l'ont pas intégré de manière, je dirais, passive. Ils en ont vu les éléments sur lesquels on peut avoir une approche socio-culturelle des évolutions politiques. Et c'est ça encore, cette école est absolument fabuleuse parce qu'elle n'est pas restée dans le territoire stricto sensu de la philosophie, mais la pensée s'est élargie, s'est enrichie de la lecture de la société de consommation, de la psychanalyse, etc., pour donner, je dirais, essayer de tenter de donner des explications qui sont beaucoup plus vastes, mais surtout qui sont plus en prise avec le présent. Et quand vous dites aujourd'hui, c'est étonnant qu'ils annoncent un petit peu Trump, mais c'est normal parce que ce n'est pas une école philosophique qui était basée sur quelque part une capacité de distanciation qui les amènerait à s'isoler du monde, mais au contraire d'intégrer le monde au quotidien, de voir en quoi ce monde qui grouille tous les jours peut faire bouger des choses. Et tous les aspects du monde, en fait. Parce que ça, je trouve que c'est une des forces de l'école de Francfort. Cette théorie critique qui veut en sorte que si le capitalisme a colonisé toutes les sphères d'activité du monde, y compris la politique, mais la culture, l'éducation, la santé, la famille, ça signifie donc que tous les phénomènes culturels, même les plus banals, on parle à un certain moment, par exemple, de Donald Duck ou des choses comme ça, mais tous ces phénomènes méritent... Adorno voyait le jazz. Moi, je pense qu'il est blanc. Excusez-moi, mais c'est voir le jazz comme quelque chose de négatif. Il a raison sur un point, c'est que le jazz qui est programmé à la radio américaine à l'époque où il l'écoute est un jazz extrêmement conformiste. On n'est pas dans le jazz de Charlie Parker, on est le jazz de Louis Armstrong qui fait le clown. Et en ce sens, il a un petit peu raison. Mais globalement, c'est vrai que la programmation radiophonique qui dominait à l'époque les radios américaines est une programmation très
je dirais, de convenance. On peut pas dire que ça a beaucoup changé, mais évidemment. l'attitude qui est derrière, parce que bien sûr, il y a certains ouais. passages, on lit, peut-être ils se sont trompés, il y a des choses qui Ben oui, mériteraient nuance, évidemment, ben comme tous les auteurs. Mais l'attitude qui était derrière est cette idée que finalement, rien ne doit échapper au regard critique à partir des balises, si on veut, théoriques qui s'étaient portées, les lunettes qu'il mettait, donc celles de l'industrie culturelle, celles de Marx, celles de Freud. Comment ça nous aide à réfléchir à tous ces petits aspects-là qui apparaissent banals, mais qui continuent et qui perpétuent cette forme de domination un peu insidieuse. Oui, justement, en parlant de domination, revenons à cette grille freudienne d'une analyse d'une montée d'un certain fascisme. Évidemment, il y a l'élément de la soumission, on en a parlé, mais il y a l'élément de la destruction aussi, qui fait partie de la nature humaine. C'est intéressant, ça, quand même. Comment ça s'articule, Xavier Brouillet? Chez les auteurs, tout dépendant des auteurs. Alors, il y a des auteurs qui ont été plus proches de Freud que d'autres. Par exemple, je pense à Marcuse, de son grand livre Eros et civilisation. C'était justement pour essayer de transformer ce rapport à la destruction et libérer la pulsion d'Eros qui, pour lui, allait pouvoir libérer la société. Et donc, au contraire, il y avait cette espèce d'empêchement de l'Eros, donc du pouvoir de la vie, si on veut, et qu'il fallait absolument rénover. Et donc, dans cet ouvrage, il essaie de dire, la transformation de la société ne passera pas uniquement par la transformation économique, mais au contraire par la transformation, si on veut, la libération de cet Eros qu'on a en nous, justement pour empêcher que, chez Freud, le point de vue adverse qui s'appelle Thanatos, donc la mort, que cet aspect-là de la destruction prenne le dessus. Parce qu'il y a tous ces penseurs qui ont vécu dans l'exil, il faut quand même le rappeler. Oui, alors, ils ont fui l'Allemagne, l'Allemagne nazie, parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient intellectuels. Et donc, cette possibilité-là de la mort, même de la bombe atomique dont tu parles à quelques reprises, était très, très présente. Oui, c'est une période très sombre de l'histoire Patrick Bauduin. Oui, pour rebondir sur ce point-là, c'est que Marcuse, en fait, quand il dit il faut érotiser de nouveau la pensée et érotiser l'approche de la société, il dit aussi quelque chose qui avait été assez intéressant dénoncé par Wilhelm Reich. Wilhelm Reich disait que n'importe quel État fasciste se doit de neutraliser la dimension sexuelle du pays et de la culture. Et quelque part, Marcuse dit il faut remettre de l'éros dans la société. Il faut pas oublier qu'il dit ça dans les années 60 dans les campus américains qui contestent à l'époque le Vietnam, qui contestent, etc., etc. Et ça va représenter quand même pendant, je dirais, 10-15 ans la pensée de Marcuse, avec exactement ce qu'on vient de dire sur l'éros, une hypothèse, un espoir qu'on va quand même être capable de juguler cette mécanique épouvantable que l'école de Francfort avait dénoncée. Bien sûr, qu'est-ce que ça voudrait dire dans nos sociétés modernes que de remettre l'éros ça veut dire remettre la créativité et l'esprit critique au centre de la vie et pas simplement être dans la mécanique capitalistique de la vie qui veut dire que il faut être performant, qu'on n'existe qu'à travers le travail, qu'on existe à partir du rendement. C'est toutes ces dimensions très... En fait, je dirais que c'est le postmodernisme qui vient attaquer la modernité. C'est un petit peu ça qu'on a aujourd'hui comme débat. En tout cas, en France, c'est un débat. C'est très présent, cette idée-là d'instrumentalisation même de l'autre. Un des ouvrages les plus récents d'un des héritiers, si on veut, de l'école de Francfort, Axel Honneth, qui est son directeur actuel, porte justement sur ce qu'on appelle la réification, donc la transformation en instrument, en chose de tout, non seulement du monde, mais des êtres humains qui sont là. Nous sommes des choses. Exact. Et nous n'existons qu'à travers le prix de notre travail. Et si nous ne pouvons plus travailler, nous n'existons plus. Et je pense qu'une des crises aujourd'hui de l'humanité, c'est justement que les nouvelles technologies amènent la chute du travail, la chute de la valeur travail, mais on a été construit sur cette valeur. C'est la question que ça pose. Oui, c'est un grand changement de paradigme, certainement. Alors, ce livre, il est passionnant, vous l'avez beaucoup aimé. Il est exceptionnel. Grand Hotel Abyss, donc de Stuart Jeffries, c'est paru en anglais aux éditions Verso. Xavier Brouillet et Patrick Bauduin, merci beaucoup. Mais Xavier va le traduire en français, on oublie de le dire.